Bonjour à tous, bienvenue à Synapse TV, bienvenue à Synapse You, bienvenue sur notre plateau de l'émission TIC Lab, notre premier numéro. Aujourd'hui, notre invitée du jour est Madame Youma Fall, cofondatrice de Paydounia, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Youma Fall, directrice exécutive de Paydounia, la première plateforme de paiement en ligne au Sénégal que nous avons lancée en 2015. Donc si je dois un peu résumer mon parcours, je suis ingénieure de conception en télécommunications, options réseau et services mobiles. Je suis particulièrement intéressée par tout ce qui est éducation et droits des femmes. Donc, dans ce sens-là, j'ai travaillé notamment avec plusieurs ONG. J'ai fait du bénévolat depuis que j'ai 15 ans. Donc, on va dire, c'est à peu près moi. Merci à Madame Youma Fall pour sa présentation qui vraiment nous intéresse beaucoup. Et donc aujourd'hui, c'est notre premier numéro de TIC Lab, comme le nom l'indique. Ça parle des technologies de la communication. Et nous nous entretenons sur le thème suivant pour répondre à une question importante qui est: quel axe d'action des Africains pour le développement et la croissance des TIC? Et notre première question qui s'adresse à notre intervenant, c'est de pouvoir nous donner une définition du concept des TIC dans le contexte Afrique et au Sénégal plus précisément, et de brièvement nous briefer, si possible, sur le secteur des innovations digitales. Est-ce que c'est porteur de croissance au Sénégal? Madame Youma Fall, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? D'accord. Donc, globalement, pour moi, je vais partir un peu d'une définition un peu plus académique des TIC. Pour moi, en Afrique ou peu importe dans le monde, c'est d'abord un ensemble d'outils, de technologies, de techniques que nous utilisons pour communiquer, transmettre l'information, pouvoir y avoir accès. Donc, dans un contexte purement africain, je dirais d'abord qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de rester en contact les uns avec les autres? Parce que c'est le plus important en Afrique, d'après moi. Donc, est-ce que ça contribue à notre économie? Je répondrai sans aucun doute oui. Ça rapproche les gens d'après moi, tout simplement parce que la technologie de l'information et de la communication, c'est d'abord un outil. Mais il n'a qu'un seul objectif, c'est de nous permettre de communiquer, de pouvoir avoir des informations, de pouvoir aujourd'hui rester en contact. Et dans ce sens-là, ça rapproche les gens, mais surtout ça permet, en communiquant, de pouvoir créer de la valeur. Créer de la valeur comment? Donc, je vais prendre plus mon cas personnel, puisque j'adore partager mon expérience. Donc, en 2015, lorsque nous avons lancé Paydounia, c'est parce qu'on s'était rendu compte en tant qu'étudiants que nous ne pouvions pas faire de paiement en ligne, parce que nous n'avions pas de carte bancaire. Mais on a pu facilement faire des paiements avec Western Union, qui est aussi un moyen de transférer de l'argent. On a aussi, après ça, toujours dans le même cadre, pu collecter des paiements via des mobile money et des services de transfert d'argent. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui, pour les Africains, pour les Sénégalais qui sont basés là, peut leur permettre de pouvoir jouir de leurs produits, de leurs services, mais tout simplement en leur facilitant la vie. Et donc, pour nous, la réponse était très simple, c'est d'utiliser les TIC, les technologies de l'information et de la communication, pour pouvoir faciliter la vie de ces populations-là, pour pouvoir leur permettre, par exemple, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, d'avoir ce chaînon manquant, qui est quoi? Le paiement, parce que l'argent, c'est le nœud de la guerre. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a lancé notre propre innovation de paiement digital destinée aux Africains, avec nos réalités africaines. Donc, pour moi, sans les TIC, tout cela n'aurait pas été possible. Ok, nous rappelons aussi en même temps que Paydounia est une société spécialisée dans les services financiers innovants et bien plus encore dans du mobile money. Vous venez de parler des Sénégalais, du contexte sénégal, de la solution que vous avez trouvée afin de pouvoir aider ou de contribuer même à la croissance et au développement des TIC, ici au Sénégal plus précisément. Mais quel est l'impact social que vous apportez à ce niveau pour la communauté pour laquelle vous travaillez? C'est vraiment une très très bonne question. Donc moi je vais beaucoup plus parler des chiffres, je pense que c'est le plus simple. Aujourd'hui Paydounia, depuis 2015, c'est plus de 1000 entreprises avec lesquelles nous avons travaillé. C'est plus de 50 emplois directs que nous avons créés. Et quand je dis emplois directs, c'est des emplois pérennes, c'est des CDI. C'est aussi des emplois indirects, c'est aussi les entreprises que nous accompagnons parce que aujourd'hui, utiliser une solution comme Paydounia, ce n'est pas seulement avoir une solution de paiement à disposition, mais c'est aussi avoir un accompagnateur,
Donc, il y a des entreprises qui travaillent avec nous depuis le début. Elles ont pu, par exemple, s'étendre dans la sous-région, créer d'autres emplois à leur tour, d'autres entrepreneurs qui, grâce à notre accompagnement, grâce à notre positionnement, grâce à notre expertise, ont pu, elles aussi, développer des entreprises pérennes, créer d'autres emplois à leur tour. Donc, l'impact sociétal, pour moi, elle est évidente parce que nous avons permis la création d'emplois, nous avons permis la création de valeur, donc de nouvelles sources de revenus, tout simplement. Nous avons permis aussi la création de nouveaux outils. Aujourd'hui, un entrepreneur qui vient, qui se dit « Ok, j'ai une idée, génialissime, imaginons, je crée une bibliothèque numérique. » Donc la bibliothèque numérique, elle est là, elle est à disposition, il a fait l'hébergement, il a tout fait. Mais comment il fait pour en vivre? Il faudrait que les gens puissent, je ne sais pas, faire des paiements, ou bien même pour une ONG, une association, pouvoir lui donner de l'argent comme des collectes et des dons. Donc, on permet réellement cette pérennité, cette survie de ces jeunes entrepreneurs-là qui se lancent. Donc, notre impact sociétal, c'est beaucoup plus l'accompagnement que nous mettons à disposition et la création des emplois que nous avons permis. Ok, en comprenant et en allant vers le sujet que nous développons aujourd'hui, en fait, il est bien important, c'est vrai, de comprendre le concept des TIC, mais aussi non seulement d'aller sur le niveau de la croissance, mais de comprendre les défis. Si vous pouvez nous parler des défis, vous êtes dans le domaine, vous connaissez les technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les défis du développement justement de ce secteur-là au Sénégal et plus globalement en Afrique, si vous pouvez nous en dire plus? D'accord. Donc là, je vais carrément sortir du cadre de notre entreprise et parler de manière un peu plus générale. Oui. Il faut déjà savoir que si je prends le cas du Sénégal, par exemple, le premier opérateur de téléphonie mobile contribue à 15% de notre PIB. C'est énorme. On a beaucoup de défis et les premiers, c'est vraiment l'infrastructure, notre plus gros défi. Vous sortez de la capitale, des capitales africaines, avoir l'Internet, c'est un luxe. Avoir le réseau, c'est compliqué. Donc, c'est d'abord l'infrastructure qui nous permet de mettre en place ces TIC-là qui est un plus gros problème. Et donc, c'est normal pour les entreprises privées de se dire « je ne vais pas investir dans des zones où je n'ai pas de retour sur investissement ». Mais il faudrait aussi que, je ne vais pas indexer quelqu'un, mais on va dire les autorités prennent aussi des dispositions pour contraindre, s'il le faut aussi, accompagner ces entreprises-là à s'installer dans ces zones-là. Parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est devenu primordial, c'est devenu un droit, c'est devenu une nécessité. Donc, pour moi, c'est d'abord les infrastructures. Après les infrastructures, c'est aussi, je ne vais pas dire l'accompagnement en tant que tel. C'est vrai, on entend beaucoup parler d'incubateurs. Mais la réalité est que quelqu'un qui n'a jamais nagé, c'est difficile pour lui de pouvoir apprendre à quelqu'un d'autre à nager. Et la réalité des incubateurs que j'ai déjà vus, je n'indexe personne, je précise, c'est que tout simplement, ce ne sont pas des entrepreneurs qui viennent apprendre aux entrepreneurs comment faire. Ce ne sont pas des experts en TIC qui viennent apprendre comment est-ce que ça se passe au niveau des TIC. Donc, il faudrait aussi revoir cet accompagnement-là. Il faudrait aussi des services, on va dire, qui vont accompagner les entreprises pour l'accès au financement. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important. C'est facile de dire aux jeunes, vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez la créer à partir de rien parce que c'est les TIC, mais il faut bien un ordinateur quand même. Au minimum, il faut payer les hébergements. Il faut à un moment, je ne sais pas, un espace de stockage si vous vous lancez dans du e-commerce. Donc, l'argent, c'est aussi le nœud de la guerre. Donc, pour moi, c'est les infrastructures, c'est le financement. Et en dernier, l'un des plus gros défis, c'est la réglementation. La réglementation. En quoi est-ce que ça pose un frein au développement ou à la croissance, particulièrement des technologies, des informations et de communication au Sénégal? C'est vraiment très simple. Donc, je pense que quand je parle de réglementation, je vais prendre plusieurs axes. Notamment aujourd'hui, vous savez, au Sénégal et dans d'autres pays, il y a les commissions des données personnelles. Quand je parle de traitement de l'information, stockage de l'information, c'est les données personnelles des usagers que nous avons. Aujourd'hui, il faudrait quelque chose pour protéger les consommateurs. Et donc, il y a des lois qui sont là, mais l'application, c'est autre chose. Donc, il faudrait aussi revoir des lois aussi plus souples. Parce qu'un entrepreneur qui vient de se lancer, on lui dit, mais il faut être conforme à telle loi, il faut être conforme à telle chose, alors que tout simplement, il a besoin d'être accompagné, d'être dans un cocon. Donc, il faudrait aussi rendre certaines lois un peu plus souples et faciles d'accès. Il faudrait que ces lois aussi soient disponibles, vulgarisées.
Après, je vais aussi parler un peu des secteurs très spécifiques comme tout ce qui est financier, nous dans notre cas. Si on prend notre banque centrale, elle a que 3 types d'agréments. Ces agréments sont pour les banques, les émetteurs de monnaie électronique ou les systèmes financiers décentralisés. Vous ne voyez nulle part agrément pour entrepreneurs ou pour FinTech. Donc, c'est aussi créer cet espace-là qui peut permettre de réguler, parce qu'il est important, c'est de l'argent des tiers que nous avons, de réguler ces secteurs. Quand je parle aussi de réglementation, je vais parler un peu d'un point de vue beaucoup plus étatique. Quand vous allez dans des pays, on va dire, un peu plus occidentaux, vous allez voir qu'ils ont des lois qui permettent aujourd'hui l'éclosion de l'entrepreneuriat. Donc, par exemple, ça peut être une exonération de taxes pour les 3 premières années. Quand vous êtes dans un domaine bien spécifique, par exemple, on peut dire pour tous ceux qui se lancent dans les TIC, vous n'allez pas payer tout ce qui est, je sais pas moi, TVA pour les 3 premières années de vie de votre entreprise. C'est vraiment un apport énorme parce que la TVA, c'est 18%. Après, il y a les impôts sur les revenus. Donc, il y a énormément d'impôts dans nos pays, mais il faudrait peut-être l'assouplir pour permettre à ces entrepreneurs-là qui ont des chiffres d'affaires très minimes de pouvoir se lancer et pouvoir même leur dire, OK, grâce à cet assouplissement de nos lois, vous n'allez plus rester dans le secteur informel, mais vous allez vous lancer dans un secteur bien formalisé qui va vous permettre aujourd'hui de répondre à des appels d'offres, de pouvoir être beaucoup plus pertinent, que les gens vous fassent beaucoup plus confiance parce que vous êtes beaucoup plus formel. Et ça, c'est vraiment la réglementation qui peut le faire. Ok, revenons sur ce sujet de la réglementation. Il y a un point qui nous intéresse beaucoup. C'est sur la réglementation de la Banque centrale dont vous avez parlé précédemment. En fait, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui un combat qui est mené, des actes que les fintech ou tout entrepreneur qui entreprend, qui a un porteur de projet dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a des actes qui sont en train d'être menés pour pouvoir signaler et afin qu'on accorde cette aide aux fintech ou afin de pouvoir les aider? Donc, je vais quand même éclaircir un point. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un réel gap juridique au niveau des fintech, mais la réalité est que quand même notre banque centrale a été excessivement compréhensive. Elle a été aujourd'hui attentive, dans le sens où ils font des concertations, des journées d'écoute des fintech. Ils nous convient très souvent au niveau de leur bureau. Dès qu'on s'est lancé, on est parti là-bas, se présenter, dire ce que nous faisons, comment nous le faisons. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont aussi dans la voie. Ils ont des projets de loi qui vont peut-être sortir pour les années suivantes, parce que ça prend du temps aussi pour mettre quelque chose de bien réglementé. Nous leur demandons de continuer dans cette voie-là et d'être encore plus souples envers nous. Après, je vais aussi parler d'un cadre beaucoup plus général pour tout start-upper qui veut se lancer dans les TIC. Donc, au Sénégal, il y a l'association qu'on a montée depuis 2018 qui s'appelle Cell Startup, dont on est membre fondateur. Et donc, cette association a proposé un projet de loi, le Startup Act, qui normalement a été même voté depuis 2020, si je ne me trompe pas, et qui a ces axes-là d'exonération, ces axes d'incubation. Après, je pense qu'il y a encore quelques petits blocages politiques pour permettre la mise en œuvre et l'accès à ces startups-là. Mais des actes concrets ont été posés. Il y a des associations qui sont là. Il y a Optique qui est là, qui est, je pense, l'organisation pour les professionnels des TIC, Optique. Il y a, comme je l'ai dit, Stand Startup, qui est aussi une association qui est là. Et il y a bien d'autres associations. Par exemple, moi, je suis membre du FESTIC, qui est l'association des femmes dans les TIC. Donc, on a beaucoup de mouvements qui sont là. On coordonne aussi ces mouvements pour éviter que chacun tire la veste de son côté. Mais concrètement, il y a encore du chemin à parcourir. Quelles actions peuvent mener, non seulement les jeunes, mais le Sénégal, l'Afrique, quelles actions peuvent mener les Africains pour optimiser le développement ou la croissance même des technologies, de l'information et de la communication? C'est vraiment une très très bonne question. Et là, je vais peut-être un peu plus parler de notre contexte actuel. C'est que, vous savez, aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ceux qui ont vendu le plus de téléphones mobiles en 2020, ce n'était ni Apple, ni Samsung, ni ces géants. C'était Nokia. C'était les petits feature phones là. Ils en ont vendu 200 millions dans les pays du tiers-monde. Un chiffre important quand même. Hein. Oui. Pour vous dire que
ça reste des technologies de l'information et de la communication. C'est juste que ce n'est pas aussi avancé. Vous n'allez pas avoir de 3G, vous n'allez pas avoir... Donc, c'est notre contexte. Aujourd'hui, les jeunes ont toujours accès à cela. Je pense qu'au lieu de chercher à copier ce qui marche bien en Occident, ou bien même en les copiant, il faudrait aussi les adapter à nos réalités. C'est-à-dire, nous, on a lancé une solution de paiement en ligne. On aurait pu se dire, on fait exactement comme PayPal, qui est le leader mondial. Mais non, on s'est dit, mais en Afrique, c'est le mobile money. Donc, c'est les services de transfert d'argent. Quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Il faut s'inspirer de ce qui existe déjà. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Exactement. Mais il faut aussi regarder autour de soi de quoi les gens ont réellement besoin. Et donc, moi, je vais faire un appel à tous les jeunes. C'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir un emploi. Faut pas juste, j'ai déposé mon CV, j'attends. Non. Il faut se lever aussi et se dire, à mon niveau, qu'est-ce que je peux créer? Et il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là. Moi, j'ai vu, vous allez à l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar, l'UCAD, vous allez voir qu'ils créent des robots. Lors du Covid, ils ont lancé l'application sur WhatsApp qui permet de répondre automatiquement. Donc, c'était juste du codage. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à notre niveau qui répondent à nos problèmes, à nos spécificités. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen d'utiliser ces technologies, comme je l'ai dit, parce que c'est un outil, que de résoudre les problèmes que nous rencontrons tous les jours. Et ça peut être tout type de problèmes. Ça peut être aujourd'hui des problèmes pour la faim, des problèmes de santé, des problèmes pour tout simplement l'éducation, des problèmes de droit. Donc, l'outil est là, c'est juste à nous de le saisir. Je retiens cette phrase de Madame Fall, l'outil est là, c'est à nous de le saisir. Quelle doit être la réactivité de la jeunesse africaine, de la jeunesse sénégalaise plus spécifiquement, face à l'expansion des TIC en Afrique? Là, ce que je vais dire, c'est que quand vous dites jeunesse africaine, je pense que c'est presque 70% de la population. Effectivement. On est une population assez jeune. On est une population assez jeune. Oui, effectivement. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire face à nos réalités, face aux défis que nous rencontrons comme le Covid? C'est tout simplement de se dire comment est-ce qu'on peut contribuer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des élèves de l'ESP qui ont lancé une application WhatsApp pour informer aujourd'hui les gens du Covid, pour leur dire il faut faire ça, on peut très bien aussi utiliser des sites web pour informer les gens des gestes barrières, pour faire des séances de sensibilisation, pour pouvoir permettre d'organiser des donations de gel hydroalcoolique. Donc il y a beaucoup de choses à faire. L'essentiel est quand on se lève et qu'on propose des solutions, pourquoi proposer tout le temps des solutions qui sont matériel et physique, et se dire, OK, moi, je veux par exemple ouvrir ma boutique de vente ou de service, je le fais depuis chez moi. J'économise le loyer, j'économise tout ça, et surtout, grâce à cela, je respecte la distanciation sociale. Donc, pour moi, la réactivité que les jeunes doivent avoir, c'est peut-être juste de penser différemment. Et penser différemment, c'est de se lever et de se dire, il y aura toujours des difficultés, mais à mon niveau, je peux contribuer. Je peux contribuer, même si c'est à toute petite échelle, je peux contribuer en faisant quelque chose. Et pour moi, c'est ça, ce changement de mindset, en se disant, je vais le faire, passer à l'action. C'est pas juste se dire, oui, j'ai une idée. On est de grands théoriciens ici, oui. Vous savez, on a d'excellentes idées, on parle beaucoup. Et après l'action, il faut juste passer à l'action. Quand vous avez une idée, arrêtez de réfléchir, ayez de la rigueur dedans, disciplinez-vous, même si c'est 10 minutes par jour, et faites-le. Et vous verrez les résultats. De la créativité, de l'action, de la sagesse et surtout du travail pour y parvenir. Donc, Madame Yuma Fall, merci encore d'être venue à cette émission. C'est notre premier numéro, donc quel honneur de vous avoir reçu. Et si vous pouvez nous donner un mot de la fin, nous dire juste parler peut-être à la jeunesse, parce que nous n'ignorons pas que justement, comme vous l'aviez dit, 70% de la population africaine ou sénégalaise même, je dirais, ce sont les jeunes. Donc, quels conseils vous pourriez donner pour la fin? D'accord. Je vais beaucoup plus parler de mon expérience. Donc, le conseil que je vais donner, c'est juste trouver un mentor. Trouver un mentor. Parce qu'il y a une vraie différence entre les compétences et l'expérience. Et ça, on ne l'apprend qu'avec le temps. Et c'est plus simple quand il y a quelqu'un pour nous guider, quelqu'un pour nous tenir la main, quelqu'un pour nous dire, mais voilà, tu n'es pas obligé de faire ça parce que voilà le résultat que tu peux peut-être avoir, ce sera plus rapide d'aller par là.
et ça va vous raccourcir les choses. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement que vous ne l'avez jamais fait. Donc, juste trouvez un mentor. Quelqu'un qui vous inspire ou bien qui a déjà réussi à une certaine échelle et qui, aujourd'hui, vous pouvez travailler, qui est disponible pour vous et qui va vous aider, il va partager son expérience avec vous. Trouvez juste un mentor. Ok, merci à Madame Yuma Fall et merci d'être passée dans notre émission TIC Lab. Donc, nous vous disons au revoir et prenez soin de vous. Bye.